Bienvenue sur cette nouvelle conférence des États généraux du tourisme par Respire. Donc aujourd'hui, nous sommes avec le groupe Tourisme Inclusif. Simplement un petit rappel technique, s'il vous plaît. Je vais vous demander à tous les participants de bien faire attention d'avoir leur micro en muet pour éviter toute interférence sonore et également de couper leur caméra si vous n'intervenez pas, afin d'avoir une meilleure vue sur les animateurs et les personnes invitées par le groupe Tourisme Inclusif. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence à tous. Donc, bonjour à tous. Donc, les États généraux sont commencés déjà depuis quelques temps. Donc là, nous allons assister à la deuxième webinaire du groupe Tourisme Inclusif. Donc, pour ceux qui se viennent pour la première fois, voilà comment ça va se passer. On commence par une petite présentation de vidéo pour présenter un petit peu l'état de nos travaux à ce jour et la présentation de nos trois intervenants. Donc voilà, donc je vous retrouve dans 35 minutes à peu près. Voilà, à bientôt. Bonjour à tous, je suis Jennifer Weber, agent de voyage chez Human Trip, consultante et formatrice en accessibilité, ainsi qu'ancienne fondatrice d'Arcadia. Aujourd'hui, nous vous présentons le volet numéro 2 du groupe Tourisme Inclusif consacré au digital et au réseau, fruit d'un travail mené conjointement par Céline Cosmo en MBA Management Tourisme International et en stage d'accompagnement à l'Université du Papillon, Emeline Fong, chargée de séjour VAO ainsi que des groupes chez Yula, Stéphane Michaud, ancien directeur commercial tourisme, actuellement en MBA Management et Communication Digitale, ainsi que moi-même. Un remerciement spécial à Daniel Granchot pour son aide précieuse sur les données numériques. L'évolution de la technologie facilite la vie en société. En effet, le digital apporte toujours plus d'innovation, celle-ci nous permettant d'aller vers plus d'aisance et de confort. Cette évolution du numérique dans le secteur du tourisme a joué un rôle fondamental, notamment par la digitalisation et la dynamisation des territoires, grâce aux outils interactifs, par la disponibilité des informations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par la croissance du tourisme et des réservations en ligne, par le changement des modalités de consommation en certains de voyages touristes. L'évolution numérique joue un rôle fondamental dans la croissance du tourisme. Depuis plus d'une vingtaine d'années, on assiste à une plateformisation du marché du tourisme. Citons par exemple Booking, Expedia ou TripAdvisor. D'autres ont permis de centraliser les informations à disposition des usagers, faire une désintermédiation par une mise en relation directe comme Evaneos. L'émergence de nombreux OTA, Online Travel Agencies, montre que la niche du tourisme digital est vaste et ne demande qu'à être explorée. Selon la dernière étude Twilio de 2020, la crise a accéléré de presque 7 années la stratégie de communication digitale des entreprises à travers le monde. Ce temps inédit a permis l'accélération des stratégies de transformation numérique, notamment pour les établissements culturels, pour compenser leur fermeture et donc permettre l'accès à leur contenu d'une autre manière. Citons pour exemple le musée du Louvre, le Met de New York, le musée archéologique d'Athènes, mais même le Vatican. Ces derniers mois, les plans de communication se sont développés en omnicanal par des chats en direct, des canaux IPR, qui sont les serveurs vocaux interactifs, pour garder le lien avec les usagers, dispenser des informations qui ne peuvent plus l'être en direct, solutionner à distance. La vitesse d'innovation et les solutions proposées doivent devenir une norme pour un engagement numérique de demain. Le monde digital offre beaucoup de possibilités, de solutions, et notamment par le développement du confort d'usage et l'amélioration du cadre de vie. C'est aussi une ressource efficace et inépuisable pour favoriser l'inclusion. La question du handicap et des autres publics fragiles doit se poser en termes d'accès à l'information et d'autonomie. En effet, la compensation du handicap est porteuse d'innovation et le réel défi est déjà d'améliorer l'accès et l'expérience utilisateur, de rassembler une richesse d'informations, de donner ou de renouveler l'attrait pour les destinations, tout en favorisant la mobilité et de nouvelles habitudes digitales. L'article 47 de la loi 2502 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait de l'accessibilité une exigence pour tous les services de communication publique en ligne de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. En un peu plus de 10 ans, cependant, le champ d'application de cette obligation a été élargi avec sa révision le 24 juillet 2019 par le décret relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne. Celui-ci concerne tout type d'information sous forme numérique, quel que soit le moyen d'accès, le contenu et le mode de consultation, en particulier
les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les logiciels et le mobilier urbain numérique. Entre février 2019 et janvier 2020, le Conseil national du numérique, le CNNUM, a étudié des scénarios d'amélioration de l'accessibilité numérique des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, alors que seuls 4% des sites internet publics ont publié leur attestation d'accessibilité en conformité. Dans l'urgence du déploiement de l'accessibilité numérique, on retrouve 3 secteurs primordiaux: l'accès à la citoyenneté, la culture et le savoir. Aujourd'hui, l'inclusion de la personne en situation de handicap paraît systématiquement subordonnée à l'acquisition d'une autonomie. Mais n'oublierait-on pas trop souvent que celle-ci ne dépend pas uniquement des compétences de l'acteur, mais également de l'aménagement de son environnement? Pour créer une réelle participation sociale, il s'agit en premier lieu d'instaurer une véritable accessibilité, et dans notre cas ce jour, le numérique. Le numérique est un véritable facilitateur pour les personnes en situation de handicap et bénéficie aussi aux personnes âgées, par exemple, dont les capacités peuvent changer avec l'âge. L'accessibilité numérique s'inscrit dans une démarche d'égalité et constitue un enjeu politique et social fondamental afin de garantir à tous et sans discrimination le même accès à l'information et aux services en ligne. Grâce à elle, tous les utilisateurs, porteurs de handicap ou non, peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec des contenus numériques, sites web, documents bureautiques, supports multimédia, intranet d'entreprise, applications mobiles. Entre autres, le numérique au service de la diversité se traduit par l'émergence d'outils et de technologies pour répondre à l'inclusion. Développement de contenu web, support en cohérence, réalité augmentée, synthèse vocale, personnalisation. Ce qui permet la création d'expériences uniques et une démocratisation des usages. Il s'agit donc des moyens les plus pertinents pour communiquer avec des solutions pensées sur mesure et sur la durée pour les personnes avec des besoins spécifiques, qui leur permet de retrouver ou de retrouver leur place de citoyen actif dans la société. De même que l'effort est mis envers les professionnels de la culture et des loisirs, comme en témoigne le site Accessibilité Patrimoine, qui propose des réflexions et des réalisations concrètes autour de l'accessibilité culturelle, musée, politique des publics, formation des personnels et médiation, par exemple. Dans notre cas, pour le secteur du tourisme et des loisirs, il faut penser à consolider les alliances entre la technologie et les partenaires médias pour de nouveaux défis. Inclure la réalité virtuelle sur mesure dans des expériences qui compenseront l'accès limité aux sites culturels. Le premier forum international sur la réalité virtuelle et les institutions culturelles s'est déroulé en juin 2019 et a permis de faire la part de la réalité virtuelle comme outil de médiation permanent ou événementiel. Envisager des partenariats avec des médias sociaux pour mettre en valeur les destinations culturelles, comme le magazine digital L'Incontournable, qui a sorti en janvier 2021 son premier numéro, l'Accessible Magazine. Développer des applications permettant une expérience visiteur plus sûre, telles que Hero Mobility ou Handy Planet, pour citer des exemples français, ou encore Turk at All en Espagne. Penser à l'optimisation des informations et aux liens pour les voyages et les loisirs par le biais de plateformes numériques dédiées comme J'accède ou encore Yola ou encore Mobitravel et Jolivie. Ces nouveaux services connectés offrent un partage et un échange d'informations, mais aussi un accès à une autre mobilité, permettant de démultiplier les échelles par la collaboration des partenaires et prestataires touristiques. Tout ceci favorisant la participation active des individus dans leurs projets de voyage ou de loisirs par le biais d'une personnalisation des recherches
une sorte de réponse à un besoin de solidarité populaire. Le digital a un impact à la fois sur tous les acteurs de la chaîne touristique, ajoutant de la valeur associée, mais également sur les publics spécifiques pour qui les contenus et les propositions vont s'adapter afin de continuer à promouvoir l'inclusion, mais numérique cette fois-ci. Les apports du numérique au service du tourisme inclusif et de ses usagers se font aussi dans la gestion de données. Alors, nous parlons bien ici de données simples, comme l'accessibilité réelle d'un cinéma, d'un musée ou d'une station de métro. Pas de données personnelles, identité et nom, qui relèvent d'un autre débat. Alors, quelles sont ces données? De quoi parle-t-on avec ces données? Alors, une donnée, c'est une valeur numérique associée à une dimension. Les données sont donc de nature et de quantité multiples. Elles peuvent être de nature quantitative, une mesure, un chiffre, un degré, qualitative ou même normative. Elles sont pérennes ou temporaires, elles sont disponibles ou à créer. Les données sont aussi nombreuses et variées que le seront les usages d'un lieu, d'une exposition ou d'un voyage. Les données sont aussi nombreuses que nécessaires pour créer et offrir l'information complète et utile pour un usager. Exemple, un musée. Quel type d'accès? Quel type d'accueil? Ça, ce sont des données auxquelles on pense systématiquement, mais il faut pousser plus loin. Quels sont les services et équipements? Est-ce que le personnel est sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de handicap? Est-ce que les toilettes sont adaptées? Et même, poussons plus loin, est-ce que je peux venir en tram? Est-ce que les quais du tram sont accessibles si on est malvoyant? La documentation est-elle facile à lire? Etc. etc. Potentiellement, nous avons listé à peu près 80 données possibles et variées pour qualifier un des usages d'un lieu culturel et patrimonial fort comme un musée. C'est une multiplicité et potentielle complexité que l'outil numérique va intervenir, en facilitant la manipulation nombreuse de nature variée, en la rendant digérable. Le digital est très fort pour apporter des informations, mais après il faut la traiter. Comment? En rendant l'information attendue et nécessaire visible par l'usager. C'est notamment l'approche multicanal, une approche où on vient greffer et intégrer l'information pour l'usager sur un canal digital qu'il connaît, par exemple Facebook, dans les réseaux sociaux, sans rendant aussi l'information lisible pour l'usager, c'est-à-dire en gommant la complexité pour s'assurer que le message soit clair. Par exemple, est-ce que le musée Intel est accessible aux personnes en mobilité réduite ou accompagnées? Il faut aussi harmoniser l'information pour indépendamment du profil de l'usager et ou du canal digital, celle-ci doit être commune homogène. Par exemple, nous avons tous en tête ce pictogramme pour les personnes en mobilité réduite. Bien sûr, toute cette gestion et les valeurs ajoutées du numérique ne se feront pas sans une réflexion humaine, sans un cahier des charges clair et centré sur l'humain. Le digital est un outil, mais c'est à l'humain de trier tout ça et d'en tirer des conclusions. C'est de cette réflexion que vont découler les grands principes. Qu'est-ce que l'usager voyageur a besoin de savoir à minima pour s'assurer une expérience touristique réussie? Qu'est-ce que les gestionnaires de sites, producteurs d'offres touristiques, concepteurs de lieux culturels, animateurs de loisirs, d'hébergeurs et restaurateurs, etc., doivent collecter comme données? Quelle est la durée de vie de l'information fournie? Comment l'usager peut-il communiquer sur son retour d'expérience? Comment faire vivre les données dans le temps? Qui doit collecter ces données, etc. etc. Aujourd'hui, des solutions numériques répondant aux enjeux de la visibilité, de la lisibilité et de l'harmonisation existent et sont déployées comme le fait Pic2Access, en lien et sur des canaux digitaux des opérateurs privés, comme Club Med, mais aussi publics, comme certains offices de tourisme, ou associatifs, associations tourisme et handicap par exemple. Pour demain, l'un des enjeux du couple tourisme inclusif et numérique digital sera aussi de s'assurer que l'ensemble de la chaîne, les acteurs du tourisme, intègrent dans sa méthodologie le potentiel du numérique comme un outil facilitateur et non pas comme une fin en soi. Toutes les données traitées par le numérique n'ont de pertinence que si utiles au final et à l'usager. Vérité simple et connue, mais bien trop souvent vite oubliée par le simple attrait de la nouveauté générée par l'innovation numérique. En cette période de crise sanitaire, les personnes dites fragiles et qui n'avaient déjà pas ou peu d'activités de tourisme et de loisirs se retrouvent encore plus limitées dans leurs actions. Le monde du digital et des réseaux numériques semble apporter des solutions provisoires à éliminer certaines barrières. Mais
Par cette opportunité, n'avons-nous pas tendance à isoler encore plus ces publics? Le manque de découverte et d'interaction sociale ne sont-elles pas accentuées par cette méthode du tout à portée de clic? Ou au contraire, est-ce un outil au service de l'humain, favorisant temporairement l'accès au voyage virtuel et aux activités culturelles, le temps que la période de crise se passe? Le monde du digital et des divers réseaux qui le composent génère des environnements qui rompent les relations espace-temps habituelles et facilitent la génération de mouvements d'échange et de communication. Par exemple, la start-up française VTC propose des animations en réalité virtuelle au sein d'établissements de santé, comme les EHPAD, ou encore des foyers d'accueil médicalisés. Le concept est simple, faire voyager les personnes grâce à la vidéo immersive. Sont réalisées, dans ce cas, des vidéos de 360 degrés, de randonnée, de balades ou de visites de lieux culturels et historiques qui seront proposés ensuite en immersion à travers un casque de réalité virtuelle. Les résidents ont l'impression d'être physiquement présents sur les lieux qu'ils voient à travers les casques et dans lesquels ils se déplacent. C'est une bouffée d'air au contact de la nature et de lieux qu'ils ne peuvent malheureusement plus visiter. Autant d'atouts qui permettent de lutter contre l'isolement en favorisant le lien social. Pour parler de cette accessibilité numérique du tourisme et des loisirs, aujourd'hui nous serons entourés de Thomas Chastanet, fondateur de Jolivie, plateforme numérique de mise en relation entre d'une part des personnes à besoins spécifiques et d'autre part des activités de la culture et des loisirs proposées par divers acteurs du territoire national. Également Nicolas Guillemot de Lulabox, antenne numérique de l'agence de voyage adaptée Lula, qui propose une billetterie en ligne pour de l'événementiel tel que des concerts, des spectacles ou des événements sportifs, ainsi que Justin Marquand, PDG fondateur de PictoAccess, solution numérique au service de l'accessibilité des usages, des ERP et des sites naturels. Merci à eux pour leur présence à ce débat. Alors, Jolivie, c'est une plateforme qui vise à promouvoir les actions à destination des personnes en situation de handicap, mais vraiment sur le versant loisir. Donc, ce qui signifie tout ce qui est en rapport avec le bien-être, le voyage, le sport, la culture. Et l'objectif est réellement de pouvoir recenser les actions de proximité, de manière à ce que les personnes qui s'y intéressent puissent trouver les actions qui sont proches de chez elles et en un minimum de clics. Donc, vraiment trouver un outil qui permet cette accessibilité extrêmement facile, de manière ergonomique, et qu'on puisse comprendre quelles sont chacune des actions qui sont mises en place sur le site. Donc, ça signifie que chaque action est décrite. En fait, Jolivie rencontre les gérants de cette action, essaie d'en comprendre quel est l'objet associatif, quelles sont les ambitions de chaque action, et qu'est-ce qui est réellement proposé pour les acteurs. Que ce soit à destination des personnes en situation de handicap, des personnes hospitalisées ou des personnes âgées. Donc c'est tout un outil d'information qui est consultable gratuitement, bien entendu, et qui permet cette valorisation et au final de comprendre comment est fourni le secteur, quelle en est la richesse et quelles sont les interactions entre les différents acteurs gravitant autour du handicap. Alors, pour ce faire, Jolivie est en partenariat avec les collectivités territoriales, les différentes associations, les entreprises qui s'y intéressent. Et l'idée, c'est d'avoir l'outil qui puisse servir l'intérêt général. Donc, il y a cette richesse de réflexion comprise entre ces différents acteurs. Donc, il s'agit réellement d'un outil construit par des profils assez différents pour qu'on puisse servir au mieux les personnes qui s'y intéressent. L'idée du projet, en fait, est née lorsque je travaillais déjà dans le secteur médico-social. J'étais directeur d'un ESAT dans le 93 et j'étais parallèlement conseiller territorial pour l'ARS 93. Et en fait, il y avait ce besoin en tant qu'opérationnel de terrain de pouvoir proposer une implication des personnes en situation de handicap dans la citoyenneté. Donc, il y avait ce volet implication, comprendre un peu quel est le maillage territorial et aussi pouvoir apporter de la vie dans les établissements. Donc, j'étais directeur d'un établissement et j'étais extrêmement intéressé de pouvoir avoir des partenariats avec des associations locales, par exemple, pour comprendre et pour proposer
aux personnes qui étaient accueillies dans l'établissement autre chose que les services d'un ESAT ou d'un établissement médico-social, mais cette ouverture sur la ville et en fait sur la citoyenneté. Donc il y a réellement un projet citoyen là-dessous. Donc ça, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à travailler sur le projet Jolie Vie. Et la seconde raison, c'est réussir à ce que, donc, d'un côté, les personnes en situation de handicap puissent avoir l'information de ce qui se passe autour de chez eux et finalement développer tout ce qui est culture, sport, loisirs, voyage. Mais de l'autre côté aussi, que les associations qui travaillent pour le quotidien des personnes en situation de handicap puissent avoir cette visibilité, parce que malheureusement, certaines associations ont, je ne sais pas si malheureusement est le bon terme, mais les associations ont un cœur de métier et savent certainement très bien le faire, mais n'ont pas toujours les compétences d'un point de vue mise en place d'une visibilité, toucher le public, etc. Et il me semble qu'il est vraiment intéressant de pouvoir leur offrir cet outil qu'ils peuvent utiliser gratuitement pour faire connaître leur action et enrichir le territoire. Donc, je comprends par le territoire les personnes en situation de handicap, les établissements médico-sociaux et les collectivités territoriales. Jolie Vie a pris le parti de rassembler sur un même site les actions associatives, publiques et privées. Et l'idée réelle, c'est de pouvoir rassembler au même endroit toutes ces actions qui pourtant ont un intérêt pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a un besoin double et le public et le côté associatif, ainsi que le privé, ont à gagner à être visibles ensemble. En fait, deux entités séparées ont beaucoup plus de visibilité quand elles sont réunies. Et je pense que ça, c'est l'un des points forts du site, de pouvoir réunir à la fois au bénéfice de la personne en situation de handicap, mais aussi au bénéfice du secteur associatif et public et du secteur privé, qui gagneront à être unis en visibilité. C'est vraiment créer du lien social et du coup engager les personnes en situation de handicap dans la vie associative et pouvoir permettre aux associations de toucher leur cible. Donc c'est là qu'intervient le lien social, dans le sens où on peut faire réunir les personnes autour d'intérêts communs. Donc soit l'intérêt commun, ça peut être le handicap, mais ça peut être aussi le sport, une passion, la musique, le piano, j'en sais rien, le voyage. Comment peut-on aller de l'idée du voyage, réunissant des personnes, jusqu'à l'accomplissement réel. Et en fait, il y a tout un accompagnement, des réflexions, des indications. En fait, c'est tout ce travail qui est intéressant à mener. Il me semble assez évident que dans notre ère, ou en tout cas en l'état de la société, il est nécessaire d'avoir des outils numériques pour toucher nos acteurs. Et en tout cas, toucher les personnes cibles, je sais pas quoi. Pour toucher les personnes en situation de handicap, ou les personnes âgées, ou les personnes hospitalisées, ou même les associations. Maintenant, on sait que le numérique, via les réseaux sociaux ou toutes les plateformes qui sont disponibles, permettent de faire du lien. Et ce lien, il est important sans être nécessairement la réponse à tout. Ce que je veux dire par là, c'est que l'outil numérique est le point d'entrée, finalement, pour réunir les gens, mais il faut ensuite réussir à apporter quelque chose d'autre. Donc, l'idée, c'est de réussir, via l'outil numérique, à rassembler les personnes, mais tout le travail qu'il y aura dans un second temps sera d'apporter un peu plus d'humain, finalement, à cette relation. Donc, en fait, ça signifie rencontrer les associations, aller sur le terrain, au final, rencontrer les personnes en situation de handicap, rencontrer les collectivités territoriales et entamer un dialogue. Donc, en fait, le travail, il est double, à la fois sur le côté numérique, pour réussir à rassembler autour d'intérêts communs, mais ensuite sur le terrain, pour réussir à créer ce lien humain dont nous avons besoin, d'autant plus dans une période de Covid, où on a besoin de comprendre l'autre, on a besoin de pouvoir échanger. Et l'outil numérique est la première étape. Et si je l'ai fait dans le secteur médico-social, c'est notamment parce que le secteur médico-social est, il me semble, un petit peu en retard sur les autres domaines de l'économie. En fait, nous avons un panel d'informations, mais qui reste éminemment papier, ou alors du bouche à oreille, ou alors très local. Les collectivités territoriales font un travail formidable sur ce plan, mais je souhaiterais pouvoir apporter
de pouvoir casser les barrières de la territorialité pour pouvoir apporter des informations qui sont issues d'un terrain vers un autre, ou plutôt d'un territoire vers un autre. On pourrait prendre comme exemple la MDPH de Paris, qui a vraiment fait un super travail sur le recensement des associations, n'est malheureusement pas en mesure de donner l'information sur ce qui se passe en Seine-Saint-Denis ou dans l'Essonne. Et finalement, c'est réussir à casser ces territorialités pour pouvoir donner une information plus générale en fonction de la recherche de chacun. Seulement une porte d'entrée, mais c'est absolument nécessaire. Parce que grâce à l'outil numérique, on peut à chaque fois renouveler l'information, la modifier. On est sur l'instantané. C'est-à-dire que, admettons que nous fassions un article sur une association considérée, si nous la sortons en papier ou si nous faisons un exposé oral, il n'aura de véracité que pour le jour de l'émission, que cette émission soit orale ou écrite. Alors que via l'outil Internet, on peut modifier à chaque fois que cela est nécessaire. Donc, pour l'association, admettons qu'elle change n'importe quoi, c'est à la place de proposer les séjours, elle propose désormais des week-ends, et ben, l'information elle peut être modifiée instantanément, alors que sur ce qui est de l'oral et de l'écrit, ce n'est déjà plus valable. Donc, on a toujours cet instant de correction et puis en plus cette grande facilité pour faire part de tous les événements, que ce soit une journée porte ouverte, admettons un spectacle pour le théâtre ou alors encore une fois des chants qui sont faits. On a cette facilité. En fait, les actions vont être assez diverses en fonction de comment l'action considérée, qu'elle soit publique, associative ou privée, comment cette action est armée, ou en tout cas quelles en sont les actions contre le Covid, ou en tout cas comment l'association fonctionne, l'action fonctionne durant ces périodes de restriction. C'est-à-dire qu'il y a je pense à une association qui justement est investie dans le tourisme, qui a su trouver des nouveaux locaux, un nouveau modèle pour pouvoir permettre de continuer les voyages durant cette période. Et d'ailleurs, cette association a augmenté de 120% ses séjours durant les vacances d'octobre dernier. Alors ça, c'est une action qui justement serait à valoriser en disant l'association n'est pas à l'arrêt, il est proposé d'autres voyages. Ensuite, je mets les coordonnées de l'association considérée. Ensuite, il y a des associations qui malheureusement ne peuvent plus avoir d'activité durant cette période de Covid. Et l'idée de Jolie Vie, c'est de pouvoir les valoriser dans le sens voilà ce que fait l'association en temps normal, voilà quels en sont les besoins, les ambitions. Pour le moment, l'association soit une activité réduite, soit une activité arrêtée, mais on a tout de même l'information, on peut échanger avec eux, on peut essayer de créer des partenariats si on peut les aider, en fait, créer du mouvement autour de leur action. Et enfin, il y a aussi des actions conçues par leur nature d'activité, métamorphoser leur activité pour pouvoir réaliser des actions durant les restrictions. Ça peut passer par la visioconférence, par exemple. Et du coup, là encore, on essaie de promouvoir les actions qui sont faites pour continuer de créer du lien entre les différentes actions et les personnes en situation de handicap. Parce que finalement, la réflexion, elle est double, dans le sens où comme tu l'as dit, les acteurs, en fait, ont une perte d'activité dingue. Et il fallait justement à ce moment-là qu'on puisse leur donner de la visibilité. C'est pour les personnes en situation de handicap, les personnes hospitalisées, les personnes âgées. C'est-à-dire que elles aussi, elles ont besoin du lien social et elles ont besoin qu'on puisse réussir à trouver une action qui remplacerait celle en physique qu'elles avaient l'habitude d'utiliser jusqu'à la pandémie. Donc, si jamais l'action qu'elles utilisaient près de chez elles était amenée à cesser, comment trouver d'autres actions qui pourraient lui convenir en attendant un retour à la normale? Donc finalement, ce lien, il est vraiment des deux côtés. Du côté association, établissement privé et établissement public, et du côté des personnes en situation de handicap, des aidants, des familles et de toutes les personnes intéressées qui souhaiteraient les soutenir. Alors, Yula Box, c'est un site internet du coup, qui permet aux personnes en situation de handicap de réserver des places de spectacle ou pour des événements sportifs
sur la plateforme. Donc en fait, l'idée est partie il y a 4 ans à peu près, du fait que pour les personnes en situation de handicap, le processus de réservation d'un événement, il est souvent plus compliqué que pour un spectateur lambda. Donc il faut souvent passer des coups de fil, envoyer des mails, parce que les places sont un peu spécifiques. Donc grâce à YouLaBox, l'idée c'est de simplifier la démarche pour les spectateurs en situation de handicap. C'est ça, l'idée c'est vraiment de simplifier et d'informer aussi les spectateurs. On sait que sur un site de réservation classique, on ne va pas avoir toutes les informations dont la personne en situation de handicap a besoin. Ça va être sur par quelle entrée accéder, où se trouvent les places dédiées, est-ce qu'il y a des ascenseurs, des marches, etc. Donc nous, sur le site, l'idée c'est de vraiment fournir au spectateur toutes les informations qui vont lui être nécessaires, et ce qui lui permet d'avoir accès à la culture et au sport tout en étant dans une relation de confiance. Et le jour de l'événement, la personne, elle sait où elle met les pieds, et elle sait que le lieu est adapté pour pouvoir vivre un événement dans les meilleures conditions. En fait, on propose des places spécifiques selon déjà la nature du handicap. Il y a des gens qui vont utiliser un siège normal et d'autres qui vont rester sur leur fauteuil. Donc, sur le site, les spectateurs peuvent sélectionner la place qui leur correspond et également réserver la place pour l'accompagnateur. Donc, tout ça est bien décrit sur le site. Selon les prestataires qu'on a, on peut accueillir un ou plusieurs spectateurs, ça dépend des salles et des prestataires. Mais toutes ces informations-là sont proposées aux spectateurs, et comme ça, il peut aussi réserver les places pour ses accompagnateurs. L'idée, pourquoi pas, ce serait de développer par la suite dans d'autres pays. Mais on a aussi pu commercialiser sur le site des places pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, qui malheureusement se feront sans public, sans public étranger. Donc malheureusement, ça n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais en tout cas, on a pu proposer cette billetterie-là, donc qui déjà était une ouverture vers des événements à l'international. Le numérique aujourd'hui, c'est un outil qui favorise quand même en grande majorité l'accès en l'occurrence ici, c'est des événements. Il faut savoir que quand on est en situation de handicap, il y a des choses que certaines personnes ne peuvent pas faire. Ça peut être passer un coup de fil, envoyer un mail, ça peut être compliqué, ça peut être assez lourd. L'outil digital numérique permet aux personnes concernées d'avoir une plateforme où ils vont pouvoir gérer leur achat par eux-mêmes. Donc, ils peuvent prendre le temps de faire cette démarche comme ils l'entendent, à l'heure qu'ils l'entendent. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit un outil. Déjà, sortir de chez soi, c'est parfois une épreuve pour les gens en situation de handicap. Alors, quand ces personnes-là ont l'idée d'aller voir un spectacle, rien que le fait de réserver peut être une barrière. Donc, si nous, on permet à notre échelle d'alléger un petit peu cette démarche-là, ça peut encourager des personnes qui hésitent à passer à l'acte de sortir pour aller à un événement, de se dire, tiens, bon, bah là, en 3 clics, je peux réserver ma place, donc j'y vais, quoi.
l'outil digital reste un outil, le numérique, et c'est pas une fin en soi, notamment pour tout ce qui est culturel et touristique. On voit bien que dans ces domaines-là, l'informatique permet simplement d'être le déclencheur de l'action pour la personne concernée. Donc, c'est pas vraiment utiliser le numérique et rester chez soi devant son écran. C'est vraiment le numérique comme un outil précurseur qui va aider justement la personne non pas à rester devant son écran, mais qui va lui permettre de sortir et d'aller à la rencontre d'autres personnes. C'est vrai que la situation est compliquée en ce moment pour nous comme pour tout le secteur de l'événementiel et du culturel, de la culture, pardon. Donc c'est vrai que on s'adapte et surtout on prend notre mal en patience parce que malheureusement il n'y a pas d'autre alternative en ce moment, si ce n'est de préparer la reprise et de développer, enfin continuer à rester en lien avec nos partenaires pour préparer déjà les événements qui auront lieu fin 2021 et en 2022. Donc on a notamment un nouveau partenariat avec le Zénith de Paris. Donc ça permet de penser à la sortie de crise de façon optimiste et de se dire que on va pouvoir rebondir par la suite. On a aussi développé l'année dernière un autre site en parallèle de Youlabox qui s'appelle La France Accessible et dont l'objet était et toujours d'ailleurs, de pouvoir réserver des locations de vacances en France dans des lieux qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc malheureusement, on pensait que la crise allait durer moins longtemps et que ça allait pouvoir se développer beaucoup l'été dernier. Du coup, avec la crise qui s'est prolongée, pour l'instant, c'est encore un projet qui n'a pas pu se développer comme on l'espérait, mais ça permet d'avancer sur des projets pour la reprise quand même. Là, l'idée, c'est de vraiment espérer aussi que les gens qui sont restés enfermés, on va dire, pendant une année, le défi, ça va être de redonner le goût aux gens de sortir. Alors, c'est valable pour le public en situation de handicap, mais c'est valable aussi pour la société en général. Et on espère que, voilà, ça va être à nous en tant que prestataires aussi de redonner l'envie, de redonner le goût aux gens de sortir, parce qu'on sait que la situation ne va pas devenir normale du jour au lendemain. Donc, l'idée, c'est de vraiment être solidaire dans ce secteur du tourisme, du loisir, de la culture, pour que le public revienne aussi au rendez-vous et puisse revenir dans une situation à peu près normale prochainement, quoi. Bonjour, Justin Marquand, président fondateur de PictoAccess, SAS reconnu d'utilité publique. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire part de deux grands sujets dans lesquels s'investit PictoAccess pour le tourisme de demain et plus particulièrement pour un tourisme plus inclusif. Tout d'abord, le sujet finalement d'offrir à chacun les mêmes possibilités d'organiser son voyage et de créer une expérience sur mesure. Et après, dans la projection d'un déplacement, d'avoir les moyens de se rassurer, notamment autour de la problématique de la mobilité et pouvoir préparer le dernier kilomètre qui est généralement le plus problématique. PictoAccess, c'est avant tout une promesse, celle de réunir tous les acteurs engagés de l'accessibilité autour d'une seule et même communauté, afin d'avoir finalement un seul et même discours, un seul et même référentiel structuré, afin de pouvoir finalement disséminer l'information
partout là où elle peut être recherchée. Pour cela, nous allons réunir les associations qui ont l'expertise sur l'accessibilité, mais aussi les gestionnaires d'établissements, les collectivités, les entreprises accueillant finalement les collaborateurs, afin aussi de sensibiliser chacun à l'accueil, qui est un élément essentiel pour pouvoir finalement rassurer chacun et accompagner chacun dans son expérience. Et une fois finalement cette communauté assemblée, l'un des autres enjeux sur lequel travaille PictoAccess, ça va être de venir finalement travailler à la valorisation de cette information d'accessibilité qui est cruciale. Et de un, pour pouvoir rassurer l'usager dans son déplacement, mais aussi pour pouvoir offrir à chacun la même expérience et avoir une expérience inclusive dans son parcours décisionnel et au choix finalement de son activité. Alors pour cela, une frise d'accessibilité en couleur qui va permettre de caricaturer les informations d'accessibilité sur un établissement, mais aussi un référentiel construit sur mesure pour chaque typologie d'établissement accueillant, et c'est aussi finalement pour le transport, comme nous le rappelions au tout début, un élément essentiel de l'accessibilité et un maillon particulièrement important. Des widgets, donc les widgets, pour rappel, sont des petits outils qui viennent s'intégrer sur le site de nos clients ou les applicatifs de nos clients, et avec pour mission finalement de venir insérer l'information d'accessibilité là où elle est recherchée et éviter d'avoir à emmener l'usager sur un énième site qui lui complexifierait finalement son parcours, qu'il soit web ou qu'il soit aussi finalement printé. On doit retrouver cette information aussi dans des fascicules, sur des vitrines, sur des comptoirs. Deuxièmement, on va avoir aussi des partenariats qui vont être avec des store locators ou des agrégateurs d'informations qui vont venir disséminer cette information dans différentes plateformes de tourisme ou des plateformes spécialisées qui feront que cette information permettra encore une fois de non pas être sur le site spécifique d'un client, mais sur des sites partenaires. De plus, ces informations vont se retrouver sur Google Business, directement sur la page de recherche, ou alors sur la page Facebook intégrée nativement dans le parcours usager d'un utilisateur et vont finalement afficher cette information de manière claire, précise et lisible. Un défi réaliste, mais un défi colossal, car c'est un véritable travail de fourmi que de réunir chaque maillon pour parler d'exhaustivité du territoire français en termes d'accessibilité et en termes de valorisation de cette information d'accessibilité. Le tout, encore une fois, pour rappel, rendre inclusif le parcours décisionnel pour préparer une expérience de voyage, mais aussi à offrir à chacun la même manière et la même possibilité de se rassurer en amont d'un déplacement. Voilà, ce sont les principales missions que se sont données PictoAccess pour répondre aux enjeux d'un tourisme de demain et d'un tourisme plus inclusif. Parce que c'est avec la bonne information que tout devient possible. Bon, bah merci à vous trois pour cette présentation. Donc maintenant, nous allons attaquer la partie un petit peu plus débat. Donc vous pouvez déjà commencer à poser vos questions sur le chat. Nous allons les collecter puis les poser à nos intervenants. Donc notre première réaction quand on entend ces commentaires, c'est vrai que nous, quand on a lancé cet esprit de groupe de travail en pensant au digital et à l'inclusion, on s'était dit, bah, tiens, ça y est, on va mettre les personnes en situation de handicap devant un écran, on va leur faire des réalités virtuelles, ils visiteront des musées, etc. Non, ce n'est pas ça du tout. Quand on vous entend tous les trois, on sent vraiment que c'est l'humain d'abord et le digital qui vient en aide. Donc voilà, c'est le côté humain, ça je le ressens vraiment quand vous parlez, donc c'est super intéressant. Justement, au niveau de l'humain, première question avant de... Ah, déjà, je voulais faire un petit message personnel qu'on ne fait pas d'habitude, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Célia, qui fait partie du groupe, qui a longtemps travaillé, qui travaille régulièrement dans le groupe, qui n'est pas là pour le moment sur la visio, mais elle est peut-être sur Facebook. Bon, en tout cas, elle le regardera sûrement sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut regarder toutes ces vidéos sur YouTube. Donc voilà, bon anniversaire Célia. Donc voilà, ce que je voulais donc continuer à dire, c'est que ce côté humain est très important. Et je voulais savoir si, parce que finalement, nous sommes tous en situation d'exclusivité avec ce confinement, nous sommes à notre tour, on nous interdit l'accès à certaines activités, qui est le quotidien pour certains, mais pour nous qui devient une réalité que depuis quelques semaines. Je voulais savoir si l'attitude, pas forcément des personnes pour qui vous venez en aide, donc des personnes en situation de handicap, mais vos interlocuteurs, qu'ils soient de sociétés publiques ou privées, si leur discours a changé avec ce confinement que nous vivons un petit peu tous. Donc voilà, je ne sais pas à qui je pourrais poser la question. Est-ce que par exemple, Justin pourrait commencer à ouvrir le débat et nous dire si
les attitudes de tout le monde a changé actuellement. Et oui, merci Stéphane. Effectivement, ouais, nous on a repéré effectivement un grand changement, surtout au niveau enfin, que ce soit des acteurs publics ou privés, sur le principe de rassurer aussi. Le Covid en a inquiété, qu'on parle de personnes en situation de handicap ou de fragilité, mais a inquiété aussi les plus inquiets, on va dire, par rapport à cette situation sanitaire, dans le but de finalement préparer son déplacement et de savoir quels étaient les dispositifs mis à disposition lors de l'arrivée, que ce soit dans une activité ou sportive qui serait restée ouverte ou culturelle entre les deux confinements. Et ça a été pour nous vraiment un bon travail de co-design, justement, avec ces interlocuteurs pour venir dessiner un référentiel finalement détaillé pour vraiment rassurer chacun de cette situation de Covid. Très bien, merci. Thomas, est-ce que tu ressens un petit peu le même ressenti? Même si on a bien compris que tu avais pas mal d'associations qui étaient un petit peu fermées, est-ce que vous êtes quand même en contact avec eux? Est-ce que vous êtes plus sollicité justement? Parce que j'ai cru comprendre que ta première motivation, c'était de la visibilité. Est-ce que du coup, tu es encore plus sollicité? Alors non, je pourrais pas dire que je suis plus sollicité, notamment parce que j'ai du mal à le mesurer. Jolivie est né l'été dernier, c'est encore un peu jeune pour voir vraiment des tendances. En revanche, sur la partie de l'humain, la question, elle est toujours là dans le sens où ça faisait partie de l'objet social des actions que je rencontre, que ce soit les activités venant des collectivités territoriales, des associations ou des entreprises privées. L'humain fait partie de l'objet social. La différence, c'est que maintenant, on essaie de trouver un moyen d'y parvenir, donc à cette incidence sur l'humain, autrement que par nos habitudes de l'ancien temps qui était donc un contact direct, insouciant en termes de nombre, de gestes barrières. Donc l'humain fait toujours partie des préoccupations premières, et c'est tant mieux, mais toute la difficulté va être de trouver par quel moyen est-ce qu'on va réussir à maintenir ce lien pour les personnes qu'on ne peut pas presque toucher, je dirais, quand on pense à la rencontre, mais comment toucher les gens d'une manière du coup plus intellectuelle par la discussion, l'échange. Donc l'humain fait partie de la réflexion, toujours en premier, mais la réaction, c'est comment trouver le moyen de conserver ce lien, voire de le renforcer, voire de le développer pour les personnes qui n'ont pas encore eu accès. Pour toi, le digital, c'est donc le moyen le plus efficace? C'est le premier moyen. C'est le premier moyen, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste du coup un moyen, ce n'est pas encore une fin. C'est le moyen de créer du lien, de le renforcer et de le maintenir pour ceux qui en ont déjà accès. Plus un accélérateur en fait. Oui, et puis après, l'outil numérique a pour soi que c'est le nombre. On peut toucher un nombre infini d'acteurs de manière instantanée. Donc, c'est vrai que pour développer une idée ou pour faire émerger une action, l'outil numérique est formidable. Oui, tout à fait. J'ai vu qu'au niveau de la visibilité, sache quand même qu'on est pas loin de 6000 membres chez Respire. Si tu as des messages à faire passer pour la visibilité, parce que nous sommes tous des professionnels du tourisme, nous représentons tous les métiers du tourisme. Donc, nous avons des agences de voyage, des tour opérateurs, des réceptifs, des hôteliers, des gens qui ont des activités sportives ou culturelles. Est-ce que justement, toi, tu aurais besoin est-ce que tu as besoin d'aide, par exemple? Est-ce que tu as des choses qui te manquent dans ta visibilité? Alors après, la question elle est un peu gênante, dans le sens où je ne sais pas encore ce qui nous aide, moi, si ce n'est que je suis encore jeune. Donc évidemment, j'ai besoin de grossir. Après, ce dont j'ai besoin pour mon objet social, c'est de réussir à prendre les réflexions d'un maximum d'acteurs pour que la plateforme puisse au mieux servir les gens. Donc j'ai une certaine idée de ce qu'attendent les personnes en situation de handicap. Et encore, il faudrait que je discute parce que j'étais directeur d'un établissement médico-social avant Jolivie. J'ai une certaine idée, modestement, de ce que souhaitent les collectivités territoriales, parce que j'en faisais partie aussi auparavant, mais j'ai besoin d'avoir tous ces témoignages pour réussir à trouver le moyen le plus utile, au final, pour l'intérêt collectif, que tout le monde puisse s'y retrouver dans ce projet et qu'il puisse être le plus utile possible. D'accord, merci. Et même question pour Nicolas, est-ce que toi aussi, tu as ressenti un regard différent de la part de prestataires, même si j'ai bien compris que l'actualité fait qu'au niveau spectacle, au niveau sport, la billetterie marche un petit peu plus qu'au ralenti actuellement.
mais je pense que tu es déjà en train de démarcher pour la saison prochaine. Est-ce que tu sens que le discours a changé? Non, vraiment, je pense que le discours, il n'a pas forcément changé en termes de handicap. Notamment, on a aussi beaucoup eu de réflexions, peut-être plus l'année dernière, mais ça, c'était vraiment dans la société en général, c'était vraiment à quoi va ressembler le monde d'après. On était dans une espèce de révolution à vouloir se dire, tiens, on va prendre le temps de refaire les choses, mais dans le bon ordre. Et je pense qu'en matière de handicap, c'est quelque chose qui peut servir dans la mesure où on va essayer de... On a certainement beaucoup de personnes dans la société qui se sont posées cette question. Tiens, le handicap, c'est peut-être le moment d'accorder un peu plus d'accessibilité et d'importance. Et je pense que là-dessus, ça peut que aller dans le bon sens. Et puis, ce qui peut poser problème en ce moment aussi, c'est que je dirais que les interactions entre les prestataires et les acteurs du tourisme, elles sont pas forcément de moins bonne qualité, mais elles sont moins nombreuses parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont au chômage partiel. Donc, c'est pas forcément évident de préparer la relance de l'activité, alors que les échanges sont moins fréquents et moins réguliers, en fait. D'accord, merci. Donc, je viens de me relire à propos de… J'ai laissé un petit message comme quoi vous pouviez poser des questions à la fin de la présentation. J'ai mis 20 de cette présentation, donc c'est un lapsus, mais surtout, ça veut dire que vous pouvez quand même poser les questions. Bon, d'autre part, une autre petite question que je pourrais poser pour Picto Access. Donc, cette histoire de Picto qui serait reconnaissable par tous. Donc ça, l'idée est super, donc reconnaissable aussi bien par les gens qui ont les acteurs, comme les gens qui vont en bénéficier. Je voulais savoir si vous aviez une vision un petit peu plus internationale et européenne, parce que le but du jeu, c'est que ça soit compris par tous, y compris par les étrangers. J'ai souvent en mémoire ces touristes qui arrivaient au péage et qui voyaient le petit panneau CB, carte bleue, mais ça ne parlait qu'au français. Donc je voulais savoir si vous aviez des démarches et une vision un peu plus européenne ou même mondiale. Oui, tout à fait. Alors, pour la petite histoire, en fait, l'histoire des pictogrammes et du nom Picto Access vient de l'alphabet universel construit par les papillons blancs qui avaient créé finalement tout un lexique autour de ces pictogrammes pour finalement caricaturer cette information sous le format d'une image. Et on a trouvé ça finalement assez juste de pouvoir parler d'accessibilité de cette manière. Autour de ce pictogramme, comme on a pu le voir dans ma présentation, on a y rajouté aussi un lettrage pour pouvoir aussi permettre de dissocier ce pictogramme sur des facilités d'accès par rapport aux typologies des lieux, et notamment par des couleurs aussi, dans le principe où jusqu'à aujourd'hui, on parlait de pictogrammes noirs ou transparents, noir ou blanc, qui ne voulaient pas dire grand-chose à notre sens. C'est-à-dire que si on n'a pas le référentiel qui vient détailler ce niveau d'accessibilité, comme le disait Nicolas, c'est difficile de construire un rapport de confiance qui soit suffisamment abouti pour pouvoir rassurer soit la préparation du déplacement ou alors même l'activité en elle-même. Une fois finalement qu'on ait caricaturé ce pictogramme, effectivement, il y avait la question du public étranger qui était importante, sur lequel là, on est venu reprendre des standards donc du fauteuil, de l'oreille, de l'œil ou de tout ce qui sera du pictogramme autour du problème mental ou psychique. Et on est venu se rapprocher de ces standards internationaux et sur lesquels on vient collaborer avec des associations. Alors, en France, on va le faire avec l'APF, avec l'UNAPEI, et à l'étranger avec Accessi pour la Belgique, avec Tour for All pour le Portugal, et vraiment venir aussi confronter cette réalité d'usage par rapport à cette réalité normative, même si aujourd'hui, il n'existe pas véritablement, à part pour l'UNAPEI, de picto normalisé. D'accord, oui, c'est un peu logique de faire ça au niveau international. Et donc merci de ta réponse. Toujours pas de questions. À moins que Céline, tu as une intervention, tu as des questions aussi peut-être? Moi, j'ai une question qui m'est venue de suite en tête quand j'ai entendu Thomas parler beaucoup de territoires. Les territoires ne sont pas égaux, par exemple financièrement parlant, et le développement numérique a un coût exorbitant. Donc, je me demandais si tous les territoires allaient se mettre à aller jouer le jeu ou pas, par rapport au coût financier.
Alors, je n'ai pas l'information sur le coût financier, bien sûr, parce qu'il s'agit des finances publiques. En revanche, je sais que chaque territoire essaie d'avancer toujours un peu plus sur le volet développement, ou en tout cas, comment dire, trouver la richesse du territoire, se sert de plus en plus de l'outil numérique. C'est fini d'avoir des genres d'annuaires des associations. On commence à le voir de plus en plus dans chaque région, même si c'est vrai que la MDPH de Paris, par exemple, est vraiment particulièrement bien fournie. Mais quand je parlais de la territorialité, je ne pensais pas forcément au travail des collectivités territoriales. Ce que je voulais dire, donc si vous me permettez de préciser, c'était de dire que les collectivités territoriales ont par nature un territoire. Donc la région Île-de-France, la région Île-de-France, la ville de Paris, la ville de Paris. Et ce que je souhaiterais, via Jolivie, c'est réussir à casser cette territorialité en disant que le site Internet n'a pas de territoire si ce n'est national et que du coup, une personne qui habiterait, admettons, à Paris, pourrait voir les actions qui se passent à Versailles, à Saint-Ouen. Par exemple, il y a une salle d'escalade qui est à Saint-Ouen et qui est du coup en dehors du périmètre strictement parisien, de l'autre côté du périphérique. Et ce serait dommage que la personne ait à chercher sa salle d'escalade sur le territoire parisien, sur le territoire des Yvelines, pour se rendre compte au troisième coup que finalement, on a un en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, qui est pourtant à quelques kilomètres de chez lui. Donc, elle est là, cette notion de territorialité. D'accord. Merci pour la question. J'ai une petite question encore pour Justin. Tu parlais tout à l'heure de l'accessibilité aux données et puis la collecte des informations. Tu parlais de à peu près 80 données ou 80 données pour regrouper tout ça. Qu'est-ce que tu entends? Pour toi, c'est quoi l'accessibilité aux données? Alors, l'accessibilité aux données, il y aura différents points sur lesquels il faudra insister. On en a parlé de l'accessibilité numérique, qui est un sujet particulièrement important. Pour pouvoir donner accès à cette donnée. On parlait du facile à lire et à comprendre. On va parler de tout ce qui sera équipement de voice-over pour les non-voyants. Après, ces fameux critères d'accessibilité dont on parle, tu en parlais tout à l'heure, Stéphane, aussi dans ton intervention vidéo. Ça sera aussi tous les points finalement d'accès au transport et pas simplement se limiter au lieu. On en parlait aussi par rapport à un établissement, c'est de dépasser le simple fait d'accéder à l'entrée, mais aussi de savoir quels sont les services et équipements à l'intérieur, le niveau de formation du personnel, quelles sont les autres réflexions d'usage qu'ont pu avoir d'autres utilisateurs et aussi les partager sous un format communautaire, afin vraiment de faciliter chaque réflexion, chaque expérience de création de parcours par l'usage. Si on prend l'exemple d'un Club Med, c'est finalement un site accueillant, mais qui va contenir 80 expériences différentes, qu'elles soient sportives, elles pourraient être culturelles, ça pourrait être de l'événementiel, et chacune de ces activités va nécessiter un certain nombre de critères qui vont faire que chacun pourra s'y rendre ou préparer son déplacement en autonomie et aussi finalement se donner l'envie d'y aller sans avoir à faire intervenir quelqu'un de tiers pour pouvoir se faciliter dans ce déplacement et sur lequel aussi, donc je réinsiste encore une fois sur ce point du transport où les places PMR, l'arrêt de bus, l'arrêt de tram, l'arrêt de métro, la gare sont aussi des éléments prédominants qui vont faire partie des 80 critères d'accessibilité importants, en tout cas, pour parler de l'accessibilité d'un lieu. Merci, je réponds. Ok, merci. Sinon, une petite question pour Nicolas, il y a longtemps que tu n'as pas parlé. Est-ce que pour toi, l'outil numérique et les réseaux sociaux peuvent être des facilitateurs d'inclusion? Est-ce que ça fait accélérer les choses? Est-ce que le numérique, c'est vraiment vous fait accélérer dans vos démarches? Oui, je dirais que en fait, ce qui facilite aussi, c'est un peu le leitmotiv de Thomas et Justin, je pense, c'est en fait qu'au-delà de l'outil, c'est en fait l'information qui devient facilitateur en fait. C'est-à-dire que comme la personne va avoir accès à des informations pertinentes et qui lui correspondent, on va avoir des gens qui seront rassurés
Et effectivement, ensuite, l'outil permet la facilitation. Mais c'est en fait, à mon avis, une vraie relation entre l'information et l'outil, en fait. C'est un lien qui permet de déclencher l'acte et le fait d'avoir accès à des événements culturels, de loisirs, etc. Et puis en plus, c'est vrai qu'au niveau de l'information, il y a forcément une notion en direct, parce que ça change vite. Une société peut avoir un accès qui change rapidement pour des travaux. Vous arrivez à tenir ça à jour? Des travaux sur un quartier et puis un accès qui devient plus difficile. L'intérêt du digital et du net, c'est ça, c'est direct aussi. Oui, ben nous, c'est vrai que donc, nous, on est vraiment sur, alors moi, en l'occurrence, sur la partie des infrastructures, des salles, etc. Donc, on est aussi là pour dire à nos interlocuteurs, les professionnels, ben, n'hésitez pas à nous faire part de toute évolution de travaux, d'handicap qui n'était pas possible d'accueillir avant et qui maintenant sont accueillis grâce à nos évolutions. Donc, oui, justement, il faut être tout le temps à la page. Et c'est important de dire aussi que pour tout ce qui est plateforme comme YouLabox ou comme tout ce qui est créé par Thomas, Justin, ce qui est important, c'est qu'il y a des humains derrière et des humains qui connaissent le handicap. Donc, ça peut aussi rassurer. Quand on va sur un site qui est dédié aux personnes en situation de handicap, on se doute que derrière, il y a des gens qui connaissent un peu ce domaine. Donc c'est sûr que c'est une mise à jour constante, mais on sait que derrière, il y a des gens aussi qui sont là pour nous aider. Donc, voilà, je pense que ça peut marcher comme ça. Oui, je pense que Justin et Thomas, vous avez à peu près les mêmes problématiques de l'information en direct. Tout à fait. Si je peux me permettre, Thomas. Ouais. Et donc, nous, c'est exactement la même problématique. Ça fait vraiment partie de l'ADN de Picto où, dès le départ, dans le modèle, en fait, on a choisi de s'associer aux collectivités ou alors aux gestionnaires de lieux pour vraiment faire que l'information soit descendante et pas uniquement remontante, comme on pouvait avoir jusqu'à aujourd'hui dans une belle association comme J'accède. On en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que la collaboration avec J'accède aujourd'hui fait vraiment beaucoup a vraiment beaucoup d'importance dans notre modèle. C'est que c'est vraiment de pouvoir s'allier pour avoir des remontées d'usage de l'expérience même finalement de la personne et de pouvoir aussi avoir le retour de l'établissement. On peut parler de problématiques d'ascenseur qui va être en panne ou qui va être dégradé pour une raison ou pour une autre, ou tout autre sujet, ou des travaux qui vont créer une déviation ou le déplacement d'un arrêt de bus suite à un chantier sur la voirie. Et c'est vraiment l'un des chantiers majeurs aussi, c'est toute cette mise à disposition de l'information. Et un point qui est important aussi finalement à souligner sur le digital, c'est toute la partie UX et UI, donc tout ce qui va être expérience utilisateur. Aujourd'hui, on a des majeurs comme Google ou comme Facebook qui vont éduquer un certain parcours numérique qui vont permettre de guider vers telle ou telle plateforme de manière lisible et finalement simplifiée. Et c'est toute cette force finalement qu'on essaie d'apporter avec nos partenaires et clients, c'est cette mise à disposition de l'information directement depuis ces outils. Alors que ça soit depuis un site d'office du tourisme, ou que ça soit depuis une page Facebook ou Google Business ou un agrégateur d'offres, c'est là où je pense l'information sera réellement utile, c'est quand elle sera accessible aussi facilement qu'un horaire ou une adresse d'établissement. Puisqu'à partir du moment où on commence à mettre cette information un peu trop loin dans un parcours, cette information ne devient plus lisible, et si elle n'est plus lisible, elle n'est plus finalement praticable. Définition où il faut vraiment le mettre à jour. Je vois Stéphane, il y a une question dans le chat de Mélanie. Oui, ça s'adresse à tous les trois, apparemment, par rapport au fait de savoir si vous êtes associé à l'Association des paralysés de France pour gagner en visibilité. Je ne sais pas s'il y en a un des trois qui... Alors, ouais, pour la part, nous, on est en train de signer une convention nationale avec l'APF. Et notamment aussi, on a un gros acte de collaboration avec eux où en fait, ils viennent auditer pour nous chaque établissement référencé sur Picto pour pouvoir finalement bénéficier aussi de toute l'expertise qu'ils ont sur le domaine de l'accessibilité.
Et donc après, on a des grosses actions de visibilité, notamment aussi sur le label Destination pour tous, qui est porté par le ministère et qui vient finalement accompagner des démarches de collectivité vers une qualité d'accueil dans les villes. Et notamment sur Dunkerque, là, on a une très belle collaboration qui vient de se terminer. Et Dunkerque vient de récupérer une médaille d'or sur ce fameux label. Nicolas, Thomas, Nicolas, je vous en prie. Okay. Nous, en fait, il faut savoir que Youla existe depuis plus de 10 ans et du coup commence à être bien connu dans le secteur du handicap aussi. Donc, n'étant pas président de Youla, je ne sais pas jusqu'à quel point vont les relations avec l'APF, mais je sais qu'il y a des liens qui sont tissés et les deux entités sont très bien connues l'une de l'autre. Donc, oui, c'est une relation qui existe en tout cas. Pour ma part, à Joliville, il n'y a pas encore de partenariat avec l'APF. Je souhaiterais les rencontrer à un certain moment pour enrichir le débat de leur point de vue et de leur expérience. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je m'attachais plutôt à rencontrer les petites associations qui avaient du mal à gagner en visibilité. C'est-à-dire que APF a quand même des moyens considérables et je sais qu'ils sont vraiment actifs sur le côté visibilité. Et du coup, j'aimerais les faire rentrer dans la communauté Jolivie. Mais la priorité était encore une fois aux petites actions de proximité pour que, en fait, les personnes en situation de handicap ou les établissements sanitaires et médico-sociaux puissent trouver les petites actions presque peu connues qu'il y a autour de chez eux. Et l'APF a pour eux, et je les félicite, d'avoir une certaine visibilité et du coup, on les connaît mieux. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un maillage à peu près fidèle à ce qui se passe sur le territoire, sans oublier, en tout cas, il y a tout un travail à faire avec les petites associations qui ne fonctionnent que grâce au bouche à oreille, parfois avec une page Facebook, et qui ont grandement à gagner, à travailler sur le secteur numérique. Oui, tout à fait. Peut-être que ça voulait dire ta visibilité à toi et pas la visibilité, pour toi, gagner en visibilité, d'avoir... Ah oui, oui, bien sûr. Oui, je pensais à la visibilité des associations. Et c'est vrai que je gagnerais énormément, je pense, à travailler avec APF, mais j'en ai pas encore fait la demande, mais je souhaiterais bientôt les rencontrer, bien sûr. Ah, peut-être qu'il y a une ouverture avec Mélanie. Je sais pas. Moi, j'avais une petite question, parce que, Nicolas, c'est pas pour toi, vu que vous existez depuis longtemps, mais pour tous ceux qui se sont créés pendant la crise du Covid, est-ce que vous pensez que vous avez cherché à pallier temporairement un manque d'activité réelle, ou alors ça va se pérenniser dans le temps et c'est vraiment quelque chose d'acquis maintenant en France que le sujet du handicap, des personnes en situation de handicap? Si je peux me permettre, Justin, alors Jolivie, c'est une idée que j'avais depuis 2016. Donc en fait, j'ai essayé de la travailler et puis il y avait tout le côté business model pour savoir comment le financer sans pour autant peser sur les personnes en situation de handicap, bien sûr, ni les associations, parce que le but c'est de les valoriser. Donc il y a eu du temps de réflexion. Et en fait, la pandémie, ça a catalysé, si vous voulez, le besoin de faire émerger le sujet. C'est-à-dire que le besoin en lien social, il est exacerbé par la pandémie. Et c'est maintenant que nous avons besoin d'avoir des gens avec qui parler, de sortir, de voyager. C'est maintenant qu'on a besoin de créer des partenariats pour réussir parfois à survivre, malheureusement, et à se projeter dans l'avenir. Donc en fait, c'est une idée pérenne, mais qui a été accélérée par la pandémie. On parle donc Picto à 5 ans et demi déjà, et donc le Picto pour nous a plutôt été le Covid, pardon, a été finalement une écoute du besoin plus qu'un accélérateur ou une réflexion particulière envers ce contexte, quoi. J'aimerais aussi laisser il y a Maxime là, qui est parmi nous, qui a besoin de faire une petite intervention. C'est un peu long à écrire, donc je vais lui laisser la parole quelques secondes. Maxime, si tu peux remettre ton... Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, je me suis isolé parce qu'on est en coworking à la maison, entre les enfants qui sont en homeschooling à la campagne, qui ont télétravail.
Voilà, je vous présente rapidement, je suis Maxime, donc dirigeant et fondateur de Very Local Trip, qui proposons des expériences dans une trentaine de pays en immersion, en réel. Et depuis un an, il y a cette crise qui nous impacte, une activité complètement au ralenti. Donc, Very Local Trip est un jeune adulte en phase d'hibernation. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup ces échanges aujourd'hui, puisqu'en fait, le hasard des belles rencontres et mon intérêt et ma curiosité pour les nouvelles façons de voyager m'amènent à collaborer avec une start-up, alors que je ne vais pas citer aujourd'hui, puisque pas faire la pub, et puis en plus, ce n'est pas encore signé, mais ça devrait l'être dans les jours qui viennent, qui propose justement de l'immersion en réalité virtuelle sur et qui joue sur plusieurs sens, notamment aussi sur le toucher et l'odorat, à destination des personnes en EHPAD, en maison d'accueil spécialisée, en instituts médico-éducatifs. Et donc, ça fait vraiment écho en fait à tout ce que vous dites, puisqu'en fait, et moi, ça rejoint en fait le monde médical dans lequel j'ai travaillé à l'époque il y a très longtemps, et le voyage. Et je trouve qu'il y a vraiment des opportunités énormes qui vont se créer, justement en décloisonnant un petit peu ces deux univers. Et moi, ça me passionne, et je serais ravi d'échanger avec certains d'entre vous, justement, que je ne connais pas encore, peut-être avoir justement échangé sur le sujet après ce webinaire. Voilà, tout simplement. Et donc, la startup est basée à Lille, enfin, pas très loin. Maxime. Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question encore? Bon, nous sommes sur le principe, on va se donner encore un petit quart d'heure, 20 minutes. Imaginons que si vous avez un souhait pour votre activité, quel serait par exemple, Thomas, qu'aimerais-tu avoir comme objectif? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans les mois qui viennent? Voilà, je suis une petite fée, je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer dans les semaines ou mois qui arrivent? Eh ben, merci beaucoup, c'est très généreux. Un petit coup de baguette magique, c'est toujours utile. En fait, ce qui serait vraiment génial, en tout cas en ce qui me concerne, ce serait de pouvoir, d'une façon assez utopique, travailler avec les nouveaux assistants sociaux et directement dans les instances de formation pour développer l'idée de la numérisation, donc dans le volet social, pour que les personnes en situation de handicap qui, dans leur quotidien, rencontrent les assistants sociaux, et cette formation sur le numérique. Et l'idée, c'est qu'il y ait un peu de jolie vie, mais il faut déjà que les personnes en situation de handicap et les personnes âgées aient déjà de plus en plus de connaissances et même de facilité de se familiariser à l'outil Internet, et après, qu'elles puissent utiliser, en ce qui me concerne Jolie Vie, pour avoir toutes les actions de proximité et valoriser les associations. Donc, c'est vraiment ça, trouver comment intéresser le secteur de la formation pour que les professionnels de demain aient déjà le réflexe d'aller utiliser Jolie Vie en ce qui me concerne, mais si, d'une manière plus générale, tous les outils qui permettent de développer du lien social pour le handicap et pour le médico-social d'une manière plus générale. Pour toi, il y a encore vraiment un manque au niveau des outils pour vraiment intéresser cette cible qui est un petit peu à part. Et tu penses qu'il manque vraiment des outils pour le moment? Oui, alors, il y a des associations, il y a des entreprises privées qui le font aussi, et des secteurs et des initiatives publiques de former les personnes en situation de handicap et les personnes âgées à l'outil Internet. Mais ça reste assez marginal. À chaque fois, évidemment, ce n'est pas obligatoire et c'est tant mieux, mais du coup, on n'a qu'une petite partie de la population qui a accès à cette formation. On entend parfois ce qui est juste, mais contestable, que les personnes âgées, tant pis si elles n'utilisent pas encore Internet, parce que les personnes âgées de demain, ce sont les actifs d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tout à fait suffisant, mais on sait qu'il y a, n'empêche, de la part des établissements, cette reconnaissance du besoin et cette volonté d'y remédier. Et les établissements médico-sociaux, pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap, ont dans les CEPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, de plus en plus d'objectifs sur la rupture de la fracture numérique. Et du coup, dans les établissements, on voit apparaître des cours sur l'outil numérique de tous les jours, donc le compte Amélie, se servir d'une boîte mail. Et il faudrait qu'on puisse insérer dans ces formations comment trouver un loisir, comment trouver un voyage, comment accéder à la citoyenneté et comment se servir d'Internet autrement que pour payer ses impôts. D'accord, oui, donc ce besoin d'accessibilité qui de toute façon vous concernerait tous les trois, il faut vraiment que tout le monde puisse y accéder facilement, sache s'en servir facilement de cet outil digital pour répondre à toutes ces questions. Maintenant, la petite fée va poser la question à Nicolas. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le bon sens dans les mois qui viennent?
Eh ben, si c'était vraiment une baguette super magique, moi, l'idée, ce serait que Jolivie et PictoAccess et Yula, ça n'existe plus parce qu'on n'aurait plus besoin de nous, parce que la société serait déjà adaptée un peu partout et qu'on se bat avec nos moyens, je pense. Et en fait, aujourd'hui, je pense que si des gros acteurs dans le tourisme, notamment, ne jouent pas le jeu, et quand je dis les gros acteurs, c'est par exemple les compagnies aériennes, les aéroports, il y a des choses qui sont faites, mais aujourd'hui, par exemple, voyager dans un avion avec un handicap lourd, c'est quasiment impossible. Donc voilà, il y a aussi nous avec nos petits moyens, mais la société de son côté qui pourrait avancer beaucoup plus vite et avec des choses à mettre en place qui techniquement sont assez simples à mettre en place. Mais voilà, la baguette magique, elle est là. C'est peut-être que c'est pas forcément à nous de nous battre avec nos petits moyens, mais à la société aussi d'adapter tout, ou en tout cas, tout ne sera jamais forcément adapté, mais d'adapter des choses primordiales au handicap et à tous les types de handicap. Bon, c'est vrai que je suis un peu de nature optimiste, mais c'est vrai que déjà l'existence d'un groupe comme celui-ci au sein de l'association Respire montre que de toute façon, il y a beaucoup de professionnels, beaucoup d'humains, de manière générale, à s'intéresser au sujet, que petit à petit, bah, les barrières vont tomber. Et bah oui, Justin, c'est ça. Je vais te poser la question, la petite fée te pose la question de qu'aimerais-tu voir évoluer dans le bon sens dans les mois qui viennent. Alors, je reprends la baguette. Donc, nous, tout simplement, ça serait vraiment de voir les sites d'agrégateurs d'offres ou alors des acteurs du monde culturel, touristique ou finalement, peu importe, prendre en main cette accessibilité. Et tant qu'on ne pourra pas disparaître comme le proposait Nicolas et qui serait, je pense, effectivement, le monde idyllique où tout le monde aurait bien pris en compte cette notion d'accessibilité avec, bien entendu, les contraintes architecturales et historiques qui pourraient avoir lieu envers l'environnement. Mais effectivement, le principal débat avec lequel on se bat aujourd'hui, c'est comment faire que cette information soit visible et lisible partout là où elle peut être recherchée. Et donc, tous les tours opérateurs, tous les agrégateurs d'offres, toutes les collectivités ou les sites accueillants doivent mettre à disposition cette information d'accessibilité, alors qu'elle vienne de chez nous, qu'elle vienne d'ailleurs, finalement. Ce n'est pas réellement le sujet de ce groupe de travail, c'est de faire en tout cas que cette information soit démocratisée le plus largement possible et de la manière la plus complète possible. Je pense qu'on ne peut plus satisfaire simplement des minima. On peut facilement donner plus d'informations avec aujourd'hui peu de moyens grâce au digital. On en parle largement aujourd'hui. Et je pense que c'est ça la priorité, c'est vraiment d'accompagner comme on le dit chez nous, cette évangélisation de l'accessibilité et de faire que ça ne soit plus un véritable sujet. Ça doit être naturel et ce, partout. Merci, merci Justin. Il y a aussi une intervention de Morgane qui nous précise qu'il faudrait effectivement que les informations initiales ou professionnelles prennent en compte le tourisme inclusif, car ce n'est pas du tout évoqué. On est tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, c'était l'une des conclusions de notre groupe de travail pour le livre blanc que nous avons rendu en septembre, c'est qu'en effet, il y a un manque de ce côté-là au niveau de la formation qu'il faudrait même inclure les études, quelques notions sur le tourisme inclusif. Parce que d'ailleurs, Jennifer, qui va peut-être prendre la parole quand même pour nous poser une question tout à l'heure, c'est ce qu'elle essaie de faire au niveau des BTS tourisme et des licences pro, comme elle le précise sur le chat. Et puis, pas vraiment une question, mais c'est, comme disait Nicolas, on en a discuté en aparté il n'y a pas très longtemps, c'est le fait qu'à un moment donné, il faudra que le tourisme soit pour tout le monde. Donc justement, qu'il n'y ait plus de catégories, c'est soit pour les personnes handicapées, soit pour les personnes âgées, c'est pour les autres publics. En fait, il faut que la norme soit universelle, que tout le monde puisse voyager. C'est ça, en fait, tout simplement, le tourisme inclusif. C'est ce qu'on fait régulièrement tous les jours. Effectivement, comme Morgane le dit, dans les BTS, dans les formations de futurs professionnels du tourisme, on n'a pas du tout de notion sur le handicap, sur les publics spécifiques. On en a parlé régulièrement par rapport au livre blanc. À un moment donné, dans notre vie, on sera tous en position de handicap par une maladie, par un accident de la vie, par un handicap réel, par l'âge qui va nous handicaper ou nous poser des problèmes de mobilité. Donc, on va être nous-mêmes des voyageurs spécifiques avec des besoins particuliers. Et le problème
problème qu'il y a, c'est que les futurs professionnels du tourisme ne sont pas formés à ça, ne sont pas préparés à faire face à ces publics, n'ont pas forcément les réponses nécessaires ou le bagage nécessaire pour pouvoir amener des solutions. Et justement, pour répondre à Morgane, c'est ce que je disais, c'est oui, j'aimerais bien intégrer les BTS tourisme en France de façon à ce qu'il y ait une uniformité dans les formations pour pouvoir dire oui, on est prêt à faire quelque chose pour ces publics spécifiques, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à apporter des solutions. Les solutions, elles seront bien sûr humaines, elles seront physiques, elles seront également numériques. Merci, merci Jennifer. C'est vrai qu'on a tous besoin de connaître plus. Même si nous, dans le groupe, on s'intéresse un petit peu à cette situation-là, alors plus ou moins directement, parce qu'on a des mamans qui ont des enfants handicapés dans le groupe, d'autres c'est juste par affinité. Enfin, c'est une question toute bête que je pourrais poser à Nicolas. Je n'ai aucune idée si les billets qu'ils vendent dans les billetteries pour un spectacle, un concert ou autre, est-ce qu'ils sont plus chers ou moins chers qu'un billet plus classique même, En fait, ça dépend de la politique tarifaire de la production. Il y en a qui vont... alors c'est un peu pareil d'ailleurs pour les musées, hein, il n'y a pas de vérité. Il y en a qui proposent de la gratuité pour la personne accompagnatrice. Il y en a qui proposent tout gratuit. Ce que moi et beaucoup de personnes, là je parle vraiment en tant qu'individu, on trouve que c'est pas forcément la solution, la gratuité. Il y a aussi, à contrario, des places parfois pour les personnes en situation de handicap qui peuvent se retrouver du fait de la configuration des places sur la partie la plus chère de la salle, et certaines productions peuvent dire ben non, c'est la partie la plus chère, vous payez le tarif le plus cher, alors que la personne n'a pas forcément le choix d'aller à un autre endroit dans la salle. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop d'harmonisation des pratiques à ce niveau-là, au niveau des tarifs, mais effectivement, c'est des choses qui ne sont pas connues. En fait, moi, les productions que j'ai au téléphone, souvent, elles se posent la question en discutant avec moi. Bon, en fait, on fait quoi pour les prix? Donc voilà, c'est là qu'on voit que c'est un sujet qui est encore un petit peu marginal, même si ça avance, et que les gens, en fait, c'est pas qu'ils veulent pas bien faire, c'est qu'ils ne se sont des fois jamais posé la question. Oui, donc d'où les interventions de chacun, on a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, bon, ça fait à peu près 1h30. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Un grand merci en tout cas pour ma part. Bon, voilà, ce qu'on cherche vraiment, c'est on est tous plus ou moins concernés par ce sujet. Et comme le disait Jennifer, même si on ne l'est pas aujourd'hui, on le sera peut-être demain. Donc c'est vrai qu'on est tous, a tous envie de porter ce tourisme inclusif partout. Donc déjà, c'est un groupe qui a été constitué au sein de l'association Respire très vite, même pratiquement dès le début. Donc on a un livre blanc a été remis, pas que sur le tourisme inclusif, hein, sur l'ensemble des différentes facettes du tourisme. Et dès le mois de septembre, le groupe est resté pratiquement le même pour cette nouvelle approche. Et puis, on a d'autres projets. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Restera là. On va travailler encore sur ces sujets-là qui ont besoin d'être connus, qui ont besoin d'être développés encore plus. Donc, vous risquez les uns et les autres de nous recroiser de temps en temps. Hein, on cherchera à savoir ce que vous devenez, comment vous évoluez, etc. etc. Donc, bravo pour vos actions, en tout cas. Merci d'être présent, et puis avoir eu ces idées, parce que vous avez trois profils différents, vous êtes tous arrivés dans ce milieu du tourisme ou de l'inclusivité par des chemins différents, mais on a l'impression que vous parlez un peu de la même voix. À la fin, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est l'humain, c'est essayer d'inclure tout le monde et puis laisser personne sur la touche. Alors, je vois qu'il y a d'autres interventions. Maxime. Oui, c'est vrai qu'il a raison. Maxime a raison. Même le mot tourisme inclusif, ça ne parle pas encore à tout le monde. C'est déjà la définition toute bête, mais même si on demande à un étudiant ou même à un agent de voyage lambda, c'est quoi le tourisme inclusif? C'est vrai qu'on n'est pas sûr d'avoir de 100% de bonnes réponses. Non, il va plus sur le tourisme équitable en ce moment. Oui, tout à fait. Sachant que le tourisme inclusif fait partie des objectifs de développement durable de l'UNESCO pour l'objectif de 2030. Donc en fait, on en parle, mais c'est fondé dans la masse du tourisme durable. Donc on a encore du travail. Oui, il y a du boulot.
Tout à fait. Pour répondre à Nicolas, moi, je suis maman d'un enfant porteur d'une myopathie et des fois, on ne le dit même pas. On se débrouille tout seul, on préfère agir tout seul que signaler qu'il a des difficultés. C'est beaucoup plus facile, on est mieux placé dans les salles, mieux placé dans les hôtels, etc. Ouais, je comprends, c'est vrai que des fois, ça implique une étiquette qu'on nous pose déjà dessus et c'est vrai que je comprends que quand on peut faire autrement, autant ne pas le faire, hein, c'est clair. C'est ça. Mais on va y arriver. C'est un beau mot de la fin, ça, on va y arriver, c'est notre objectif à tous. Donc, je ne sais pas s'il y a encore quelques secondes, si vous avez d'autres questions. Je vais pas regarder sur Facebook s'il y a des questions qui arrivent non plus, non pas trop non plus. Donc voilà, en tout cas, sachez pour tout le monde que si vous avez des amis ou des proches qui veulent revoir cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'association, donc y compris celle-ci, celle de la dernière fois qui est du groupe inclusif qui était plutôt consacrée aux territorialités, pardon, et puis la prochaine qui est sur le côté international. Le 15 avril, la prochaine, ce sera le tourisme inclusif à l'international et nous partirons au Sri Lanka et en Inde. Parce que l'inclusivité n'a pas de frontières malheureusement. Ah non. Donc voilà, écoutez, en tout cas, merci à tous, merci à vous trois d'avoir passé tout ce temps avec nous. Merci aux internautes qui étaient avec nous, qui ont regardé via Facebook ou via le webinaire. Et puis sinon, n'oubliez pas, il y a la chaîne YouTube. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et puis, écoutez, mettez vos pulls parce que je crois que l'hiver revient. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir.